Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. 15 300 élèves apprennent le breton dans la région, que ce soit de façon optionnelle ou immersive, de la maternelle au lycée, en public, en privé ou via le réseau Diwand. 2 nouvelles classes ouvrent chaque année. Nous parlons aujourd'hui de cet engouement pour le bilinguisme à l'école. Anna Varie-Chapalin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes la directrice du réseau Diwand. Gilbert Bicrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au directeur de l'enseignement catholique du Finistère pour le second degré. Ensemble, nous parlerons dans un instant de la langue bretonne à l'école. Et puis, comme chaque vendredi, vous retrouvez la brève de trottoir de Stéphane Leroy, mais aussi l'Instant Môme avec notre chroniqueuse Aline Baudry. Les bonnes sorties en famille. Bonjour Aline. Bonjour. De quoi vous nous parlez? Plein de choses encore. Plein de belles surprises. On a hâte de voir ça tout à l'heure dans l'Instant Môme. Mais tout de suite, on commence par un point sur l'actualité de ce vendredi 26 février. On a parlé de cette affaire comme du Madoff du Finistère. 1500 Bretons, dont une majorité de Finistériens, ont vu leur économie s'envoler. Les coopératives de croissance, créées par le Quimpérois Jean-Jacques Defay, ont laissé un trou de 39 millions d'euros. Aujourd'hui, les épargnants demandent au CMB de rembourser les sommes. Ce vendredi, les avocats se sont retrouvés pour échanger sur la procédure engagée en juin dernier. Frédéric Lorenzon. L'affaire a éclaté fin 2010. 1500 épargnants bretons, majoritairement finistériens, perdaient leurs économies avec les coopératives de croissance. En tout, 39 millions d'euros se sont volatilisés. En mai 2015, une partie des épargnants regroupés en association a assigné le CMB en responsabilité. Selon eux, la banque n'a pas assuré son rôle de conseil et de contrôle. Il est apparu évident qu'il était nécessaire de demander au Crédit Mutuel de Bretagne de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles cette banque a pu ouvrir, tenir et faire fonctionner les comptes des coopératives. Et ça, c'est une procédure qui est récente. Elle a été engagée en mai 2015. Donc finalement, nous sommes en février 2016. Cette procédure n'a pas de retard particulier. C'est une procédure qui avance au rythme d'une procédure civile. Ce vendredi, au tribunal, les parties ont échangé sur la procédure. Le CMB réclame des documents constitutifs des coopératives de croissance, documents qui devraient être en leur possession, selon l'avocate. Ah oui, ces pièces, les victimes ne les possèdent pas précisément, ce sont les pièces des clientes du Crédit Mutuel de Bretagne, et ces clientes, ce sont les sociétés coopératives pour lesquelles cette banque a ouvert des comptes. Donc si des pièces doivent être communiquées, c'est plutôt par la banque. Les victimes se sont crues sans recours. Aujourd'hui, elles demandent un remboursement des sommes engagées au CMB, des sommes de 1500 à 800 euros, selon les épargnants. L'association, on est à environ 150 adhérents et donc on représente plus de 10 millions d'euros sur les 39 millions, donc ce qui est une relative proportion intéressante. C'est évident qu'on cherche à tourner la page et trouver un protocole avec la banque pour éviter le procès. Après 4 ans de recherche d'un compromis en vain, désormais la procédure judiciaire pourrait accélérer les choses pour les victimes. Un accord pourrait intervenir avant la fin de l'année. Le CMB rappelle que c'est lui qui a alerté les autorités financières sur l'illégalité des mouvements financiers. La banque attend la fin de la procédure judiciaire pour se prononcer sur les suites à donner dans ce dossier. C'était le grand départ. Jeudi soir, la plupart des animaux ont pris la direction de Paris pour le salon de l'agriculture. Pour l'éleveur et l'animal, c'est toujours un peu l'aventure. Reportage de Raphaël Tondrio-Gauthier pour TVR 35. Viens ma belle, viens. Allez, viens. Atou est une jeune vache qui vient d'avoir 3 ans. Pour la première fois, elle se rend au salon de l'agriculture. Un premier déplacement qui la stresse un petit peu. Faut aller vers la capitale. Pour la faire monter dans le camion, il faut s'y mettre à plusieurs. Une fois embarquée, direction Châteaubourg pour rejoindre le grand camion qui l'amènera au salon. Son propriétaire, Bernard Moisan, fait partie des agriculteurs qui ne souhaitent pas boycotter le salon. Mais il l'affirme, la crise agricole est loin d'être oubliée. On s'est posé des questions, vu le contexte, mais étant donné qu'on veut faire voir aux Parisiens, on veut leur parler de la crise justement, et c'est une bonne occasion d'aller à Paris justement pour leur en parler. Une fois à Châteaubourg, Atou rejoint 25 autres vaches bretonnes, toutes sélectionnées. Pour Bernard, ces concours, c'est surtout l'occasion de faire connaître son travail.
C'est déjà une satisfaction d'avoir un animal de sélectionner pour aller à Paris. Et puis ça nous permet aussi de mettre en valeur notre race. Et puis il y a toujours l'aspect concours et convivialité. Atout sera rejoint par son propriétaire samedi. Elle concourra dimanche dans la catégorie jeune du Salon de l'Agriculture. Dans un peu plus d'un mois, la télé va subir une nouvelle révolution puisque toutes les chaînes diffuseront en haute définition. Pour bénéficier de ces nouvelles avancées, la mise à niveau de votre équipement de réception est peut-être nécessaire. Élément de réponse avec Christophe Boucher et David Cormier du Télégramme. Regardez TBO en haute définition, ça se mérite. Votre chaîne locale, comme l'ensemble des chaînes de TV, bascule dans la nuit du 4 au 5 avril dans le monde de la haute définition. Pour être certain d'éviter l'écran noir, vous pouvez déjà vérifier que votre téléviseur est compatible HD. C'est d'aller sur le programme Arte, donc soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57, et de vérifier s'il voit bien le logo Arte HD sur l'une de ces deux chaînes. Donc s'il y a le logo Arte HD, il n'y a pas de souci, c'est que le téléviseur il est prêt pour le 5 avril. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dès à présent acheter pour une vingtaine d'euros un adaptateur TNT HD. Que l'on branche en fait avec un câble, donc c'est le câble ici, un câble HDMI, donc avec cette prise-là, qui vous permet de relier l'adaptateur au téléviseur et de bénéficier de la qualité HD. Alors si vous n'avez pas ce câble HDMI, vous pouvez le faire aussi avec une prise Péritel. Ça marchera aussi, vous pourrez continuer à recevoir les chaînes après le 5 avril, sauf qu'elles ne seront pas en qualité HD. Pour nos téléspectateurs qui regardent TBO via les box ADSL, vous n'avez rien à faire, la bascule en haute définition se fera automatiquement. Peut-être en avez-vous déjà vu près de votre appartement ou dans votre jardin en pleine ville. Depuis déjà plusieurs années, ces animaux quittent les champs pour s'implanter dans les agglomérations, comme à Quimper où Julie Sicot s'est rendue pour traquer la bête. Près de cette boulangerie à Quimper, en bordure de route, cette commerçante l'a vue. Je les vois traverser ici la nuit, bien sûr, à la recherche principalement de nourriture. Ça fait des années que j'en vois sur Quimper à différents lieux. Près du parc des expositions, dans cette rue, cette riveraine l'a vue aussi, et même entendue. Vers 2 h du matin, je me suis réveillée tellement il faisait un bruit, je ne sais pas comment on peut dire, le bruit de... Il m'a vraiment réveillée, ce que là, je me suis réveillée pour voir qu'est-ce qui se passait dans la rue, et c'était le renard qui gueulait. Le renard. Maître Goupil semble avoir quitté les forêts pour s'installer en pleine ville, où il trouve de quoi se nourrir plus facilement. Si l'animal reste encore timide et semble toujours craindre l'homme, il arrive que parfois il prenne ses aises, comme près de ses bureaux, à quelques mètres de cette résidence. Et les salariés nous disaient qu'il y avait une demi-douzaine de renards qui se promenaient par là. C'était flagrant de voir la forme et les passages formés et la couleur formée. Donc on était bien certain effectivement qu'ils rentraient par là. Jean-Yves place alors 4 chiens à l'intérieur du réseau de vide sanitaire pour faire partir les renards. Une intervention exceptionnelle. Depuis, des grilles ont été installées pour éviter que l'animal ne revienne. Jean-Yves est lieutenant de louveterie, une institution fondée par Charlemagne, chargée de réguler la population d'animaux sauvages. Depuis plusieurs années, lui aussi constate le retour des renards en ville. Il n'est pas chassé, c'est un havre de paix. Il peut faire plus de dégâts, je vais dire, quelque part à l'intérieur des terres qu'en ville. Certaines personnes ont peur, mais c'est principalement pour leurs animaux de compagnie. En règle générale, c'est plutôt ça le sens des demandes. Si pour les petits animaux, l'animal peut garder son instinct de chasseur, pour l'homme, il n'y a aucun danger. Il ne transmet plus de maladies. Le renard a été repéré dans d'autres villes du Finistère, comme à Brest. Et puis cette image d'une pollution volontaire au large de Pinmar, détectée par la préfecture maritime ce vendredi midi. Une trace d'hydrocarbures de 40 km de long et 50 mètres de large a pu être constatée par l'avion Falcon 50. Un procès-verbal a été immédiatement rédigé. Le cargo est actuellement dérouté vers Brest. Pris sur le vif, le vraquier T6 de 225 mètres de long, battant pavillon du Liberia, était parti de Saint-Pétersbourg et devait rejoindre la Chine. L'hydrocarbure léger, déversé volontairement par le navire, a été vite brassé par l'océan et ne devrait pas polluer directement le littoral breton. Aucun incident similaire n'avait eu lieu depuis 4 ans sur nos côtes. Allez, il est temps maintenant de retrouver nos invités pour parler du bilinguisme à l'école qui se porte plutôt bien.
La langue bretonne séduit les jeunes parents. Dès la maternelle, les demandes d'inscription en classe bilingue sont de plus en plus nombreuses, que ce soit dans les écoles publiques ou privées de la région. Du côté des écoles d'Iwan, on ressent aussi cette demande croissante puisque de nouvelles classes et de nouvelles écoles vont ouvrir à la rentrée 2016, à la rentrée 2017 également. Anna Vary-Chapalin, vous êtes la directrice du réseau d'Iwan. Aujourd'hui, combien d'élèves accueillez-vous sur votre réseau en Bretagne? Alors aujourd'hui, là, février, je ne pourrais pas vous dire, mais je peux vous dire combien on en a accueilli à la rentrée, parce qu'il y en a déjà plus qu'à la rentrée dernière. Ça arrive tout au long de l'année. Ça arrive tout au long de l'année, puisqu'on a cette particularité qui fait que pour intégrer les enfants, on fait comme autrefois, où les enfants allaient à l'école après Pâques, par exemple. Eh bien nous, ils peuvent venir en décembre donc ou pour en les petits, février. Pour les petits, une fois fois qu'ils ont leurs 2 ans révolus et qu'ils sont autonomes, il n'y a pas de souci. Donc combien à la rentrée 2015? À la rentrée 2015, on avait 4097 élèves. Et donc une progression de 6% là en septembre 2015. Donc combien d'écoles d'Iwan? Alors 46 écoles sur les 5 départements, 6 collèges et un lycée. Gilbert Bicrel, vous êtes adjoint au directeur de l'enseignement catholique du Finistère pour le second degré. Si les écoles bilingues sont immersives, les écoles bilingues d'Iwan bien sûr sont immersives, de quelle façon vos établissements privés proposent l'enseignement du breton? Alors il y a 2 modalités, en premier et en second degré. Donc en premier degré, c'est un enseignement qui se fait à parité. 50% en breton et 50% moitié français, moitié breton. Et pour le second degré, en général, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une DNL, une discipline non linguistique, au minimum, qui est enseignée en breton. Donc nos 5 DNL dans le département sont l'histoire géo, les mathématiques, l'EPS, l'éducation musicale, l'art plastique. Voilà les 5 disciplines non linguistiques qui peuvent être proposées dans les établissements. Vous avez combien d'élèves qui apprennent le breton dans vos établissements catholiques privés? Alors en premier degré, près de 1700, voilà. Et en second degré, donc de la 6e jusqu'à l'enseignement supérieur, donc près de 300. Anna Vary, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves, à suivre le cursus de breton jusqu'au bac, ou souvent ça s'arrête à la 6e? Non, on a un très bon taux de passage du CM2 à la 6e. C'est pas 100%, hein, mais c'est de plus en plus en tous les cas. Mais c'est de plus en plus dans la mesure où on a beaucoup plus de collèges aujourd'hui qu'on en avait il y a 10 ans. Et donc la proximité est plus forte et c'est plus simple. Dans le Finistère, on a 3 collèges, un à Guissény qui est annexe de celui du Relecq-Kerhuon, un autre à Quimper. Ensuite, on en a un à Plaisidy près de Guingamp, un autre à Vannes, un autre à Nantes. Donc et il y a aussi une formule en secondaire qui séduit beaucoup, c'est qu'on accueille les enfants en semi-internat. C'est-à-dire qu'ils arrivent le lundi matin, les petits 6e au collège, ils repartent chez eux le mardi soir, ils reviennent le jeudi matin, ils repartent le vendredi soir. Ce qui fait qu'à cet âge-là, 2 nuits avec les copains et le reste chez papa, maman, c'est vraiment le bon équilibre. C'est le bon équilibre. Gilbert, même question côté enseignement privé. Est-ce que vous séduisez de plus en plus, en tout cas, il y a une demande sur le secondaire pour le collège. Je crois qu'il y a des nouvelles classes qui vont ouvrir bilingues. Oui, il y a donc 2 établissements qui vont proposer la filière bilingue à la rentrée 2016. Donc le collège Saint-Sébastien, donc à Landerneau, donc groupe scolaire Les Deux Rives, et le collège Saint-Yves-le-Liquès sur Quimper. Donc voilà, donc une proposition dans le nord, une proposition dans le sud. Voilà, ce qui ferait donc une proposition dans 9 collèges de notre réseau sur les 48 collèges que nous avons. Anna Vary, côté ouverture, on parlait d'ouverture d'écoles, il y a aussi un projet d'ouverture d'un nouveau lycée d'Iwan en Bretagne. Oui, le lycée d'Iwan Carhaix arrive à près de 400 élèves. Et donc là, ça peut paraître, vu de loin, comme un petit lycée, 400 élèves. Mais je pense qu'on doit être le plus gros internat de Bretagne, puisque 400 internes, ça fait du monde, hein, du lundi au vendredi. Et effectivement, il est temps de construire le chantier du second lycée. Et le conseil d'administration de Diwan s'est prononcé en fin d'année 2015 sur la localisation du second lycée
qui devrait être dans le pays de Vannes. Je dis bien dans le pays de Vannes, puisqu'il n'y a aucune implantation précise. De lieu précis pour l'instant. On n'aura pas de scoop ce soir, Anna. Non, parce qu'il faut d'abord obtenir les heures par rapport au premier lycée de l'État, du rectorat. Ensuite, il faut aussi avoir des bâtiments adéquats avec possibilité d'internat. Donc il faut travailler avec les collectivités locales et la région. Donc toute une machine c'est quand quelques même, voilà. années de travail, Vous mais nous on a tiendrez au commencé à travailler. Mais ce qui est important pour nous, actuellement, c'est qu'effectivement le travail soit démarré, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour y arriver, et surtout qu'on commence chez les tout petits. Et on est en pleine porte ouverte, là. Oui, samedi, mais ça, de toute façon, on va vous en reparler. Hein, mais c'est évidemment samedi les portes ouvertes de Diwan. Qu'est-ce que les gens viennent chercher dans l'enseignement bilingue, selon vous, les parents d'élèves? C'est l'identité bretonne qui veut le perdurer, ou c'est le bilinguisme, parce qu'il n'y a pas d'établissement anglais-français proposé dans notre département? Alors je pense que dans l'histoire des filières bilingues, il y a différents moments. Il y a les bâtisseurs, donc ceux qui vont impulser la volonté d'avoir une filière bilingue, qui sont plutôt des parents plutôt militants. Donc sur l'identité bretonne, sur l'identité bretonne, exactement. À transmettre. Et puis ensuite, dans l'histoire, une fois que la première promotion donc est passée, ça fait à peu près une dizaine d'années, on peut constater qu'il y a une deuxième vague de parents qui arrivent, qui eux, sont plutôt là sur une proposition d'ordre pédagogique qui va les intéresser, car ça apporte une habilité intellectuelle linguistique. Voilà, donc ils vont être plutôt sur ce registre-là, sans une sorte d'ouverture d'esprit sur les langues. Voilà, donc ils ont cette proposition-là dans une école, puisqu'il y a eu cette ouverture-là, et donc ils vont faire ce choix. Mais il y a aussi des parents qui revendiquent de pouvoir vivre et travailler au pays, et donc d'avoir aussi une compréhension plus large que linguistique, mais aussi culturelle. Parler une langue, c'est d'abord en comprendre les codes culturels, quoi. Anna Vary, juste une question, et je te donne la parole. Est-ce que vous sentez justement que les profils des familles, des parents d'élèves d'Iwan changent avec le temps, cet effet justement de seconde génération Nous, on est beaucoup plus loin que la seconde génération, puisqu'on a commencé en 77 et on va bientôt fêter les 40 ans de Donc Diwan. la quatrième génération. Donc, effectivement. Non, je pense que les clés d'entrée sont diverses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir parce qu'ils savent que c'est efficace, que les enfants vont être compétents en breton, très compétents même en langue bretonne, et aussi compétents en français. Donc il y a aussi, effectivement, vous en parliez, la notion culturelle. Il y en a qui vont venir au départ par une clé, il n'y a que ça en bilingue, donc on va les mettre en bilingue, et la porte par laquelle ils vont rentrer n'est pas forcément celle qu'ils vont conserver. C'est-à-dire qu'ils auront une idée au départ, et ensuite ils vont adhérer au projet. Mais je crois que le mieux, pour savoir qu'est-ce que ça représente, c'est de vous dire ce qu'en pensent les anciens lycéens. Nous, on a questionné nos anciens lycéens en leur demandant « Qu'est-ce que Diwan vous a apporté ?» Comme ça, on se dit, peut-être ils vont nous dire, les jeunes. Et les lycéens nous disent... Ils parlent pas... Bon, le breton, oui, mais pour eux, c'est tellement évident qu'ils ne parlent pas tellement du breton. Ils nous disent... Voilà, ça nous a apporté de renforcer notre autonomie, d'être accompagnés sur les projets qu'on voulait. Au-delà de la langue, c'est toute une philosophie. On peut pas, chez nous, on dit c'est une école en breton, c'est une école laïque, gratuite, ouverte à tous en Bretagne et qui fonctionne effectivement en breton, bilingue, de façon par immersion. Mais je peux vous dire que s'il y a 40 ans, il avait fallu créer une école en breton qui soit une traduction de ce qui existait à l'époque en français, je ne pense pas qu'on se soit décarcassé autant. C'est parce qu'effectivement, il fallait aussi qu'il y ait un projet éducatif et culturel qui accompagne le projet d'enseignement. En tous les cas, que ce soit sur le réseau Diwan, dans le réseau des écoles privées catholiques du Finistère et de Bretagne, ou dans les écoles publiques, évidemment, qui n'ont pas pu être représentées ce soir, il y a de la place pour le bilinguisme à l'école. Votre site internet, c'est www.diwan.bzh, et je rappelle que les écoles Diwan ouvrent leurs portes ce samedi. L'occasion ou jamais d'aller en parler, d'aller pour tous les curieux. Gilbert Becquerel, on trouve vous toutes les infos sur les établissements catholiques du Finistère sur votre site www.ec29.org. Exactement, Voilà, de nombreuses portes ouvertes aussi dès ce soir. Dès ce soir, et alors à vérifier sur les sites évidemment. Merci beaucoup à tous les deux, et tout de suite on retrouve la brève de trottoir de Stéphane Leroy.
Ouais, salut, ça gaze avec toi ou quoi? Ouais, nickel chrome, bah, sous le soleil, quoi, temps de printemps. Bon, et je t'explique, dans le bourg, il y a un gars qui va ouvrir une carré, c'est une agence immobilière et c'est le mec qui passe sur M6, tu sais, Stéphane Plaza, là, net vendeur qu'on l'appelle avec la bourgeoise. Et le truc terrible, c'est l'émission quand même où tu t'intéresses à ce que les mecs vont acheter à plus de 1000 km de chez toi. Un truc de dingue. T'es devant la téloche et tu dis putain, j'espère que Laurent et Sylvie vont avoir leur petit loft avec vue sur la baie des Anges à Ness. Et tu les verras jamais de ta vie, ces gars-là. Tu les croiseras même jamais. Non, mais ça t'intéresse quand même. Et mine de rien, ça te donne quand même une ou deux indications sur qui est blaireau en ville. Dans ce pays, pardon. Et par exemple, pour 1 million d'euros, t'as un KGB dans un fond de chiottes en région parisienne ou, admettons, t'as une villa avec piscine et tennis en Lozère. Et qu'est-ce qu'ils choisissent les mecs? Le KGB en région parisienne. Bon, à part ça, tout va bien, on vit dans un monde formidable. Et donc le mec, il arrive à Brest. Alors bon, moi je le trouve assez sympa le mec, décontracté de ça, avec son petit scooter, ses pulls université d'été de l'UDF, tout ça. Mais ici, il va faire un four complet s'il connaît pas 2-3 basecs. Bon, déjà, quand tu vas en négociation immobilière, t'évites de parler net vendeur. Tu lui dis combien ça va te coûter le notaire, combien ça va te coûter l'agent immobilier et éventuellement si tu as un kill de rouge pour réduire les frais d'agence. Parce que ça, c'est toujours possible aussi ici. Le scooter, vu le temps qu'il fait, je serais lui, je tenterais de te suivre de la voiturette. Comme ça, il est d'équerre avec les mecs qui ont perdu leur permis au cours d'agent et il peut aller à recoucou, pédard, vendre des trucs tranquillou bilou. Ensuite, faut éviter d'être condescendant ici si tu dis à un mec, hey, Josette, pour le prix que vous comptez mettre dans le loyer, il va pas falloir rêver. Il est possible que Josette lui mette 2 volaires au niveau de la glotte direct, même si elle a 75 barreaux. Et recoucou, mon garçon, recoucou, c'est pas un oiseau de nuit. Non, c'est un quartier vraiment sympa de l'autre côté du pont où tu peux aller aussi, mais pas en scooter, en voiturette. Sinon, bonne install, net vendeur. À part ça, on n'est pas à l'Élysée, qui est pas à vendre. Voilà, et sans plus attendre, on retrouve l'instant môme. Et ce week-end, Aline, vous donnez le rythme. Oui, je donne le rythme. Enfin, ça va surtout être le conservatoire de Brest Métropole qui va donner le rythme, puisque samedi de 14h à 17h, ce sont les portes ouvertes du conservatoire de Brest Métropole. Portes ouvertes, hein. Oui, c'est la période, c'est la saison. Et alors, ces portes ouvertes-là, c'est vraiment l'occasion de se rendre compte que le conservatoire n'est pas la vieille institution un peu rigoriste et élitiste dont on peut avoir parfois l'image. Non, au contraire, c'est quelque chose de très très vivant, de très moderne. Alors évidemment, le conservatoire, c'est fait pour apprendre, ici en tout cas à Brest, la musique, la danse, le théâtre, et ce dans plein de façons différentes, plein d'instruments de musique, y compris des musiques bretonnes. Bien sûr, on n'est pas à Brest pour rien. La danse, ça va être la danse classique, mais aussi la danse moderne et jazz et contemporaine. Le théâtre aussi sous plusieurs formes. Donc il y a cette partie cours qui est quand même une garantie de qualité quand on va au conservatoire, puisqu'on apprend non seulement l'instrument, mais aussi son histoire. On apprend à jouer seul, on apprend à jouer à plusieurs. Enfin. Et puis il y a aussi tout au long de l'année, et ça c'est vraiment sympa à savoir, des animations, des spectacles, voilà, plein de choses qui sont faites pour les enfants et pour les grands. C'est une bonne façon d'ailleurs d'aller voir un petit concert au conservatoire, des concerts d'élèves également qui sont là pour s'entraîner et qui sont souvent très très sympas, puisque quand ils sont sur scène, c'est qu'ils assurent. Donc voilà, c'est portes ouvertes samedi après-midi. Après-midi au conservatoire de Brest, rue du Château, 14h, 17h. Merci. Et puis les petits partent en voyage, Aline. Oui, les petits et les grands aussi. Il y a un spectacle très très sympa à Plougastel-de-Oulas, à Lavellevort, samedi à 20h30. Alors ça s'appelle Semianiki Express. Et en fait, c'est l'histoire c'est une histoire très très drôle de 6, comment les appeler, des zouaves, des clowns des zouaves slaves, c'est bien, assez haut en couleur et qui savent tout faire, danser, mimer, jongler, chanter, enfin ils font vraiment beaucoup de choses, et dans un décor assez amusant qui est celui du Lorient Express. Voilà, dans un train, il va leur arriver plein d'aventures et c'est très très drôle, et surtout c'est à partir de 5 ans. La semaine prochaine, c'est à Morlaix que ça se passe, Aline. Et oui, alors ça tombe bien, Steven en parlait tout à l'heure. Oui. À Morlaix, on va retrouver Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, qui seront là pour un événement voilà, sur lequel on va mettre le paquet. C'est la Foire Expo de Morlaix. Ça dure 4 jours, vendredi 4, 5, 6, 7 voilà, mars. Et c'est un grand espace dans lequel on va retrouver plein
de lieux, d'espaces justement, qui vont être vin et gastronomie, modes et tendances, la maison, les voyages, etc. Et surtout, ce qui m'intéresse moi en tout cas, les enfants. Ce sont les enfants, puisqu'il y a un grand espace jeu pour les enfants avec des jeux gonflables. Il y aura un stand qui dit clic, venez voir si vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Avec également des animations, du maquillage, des histoires, des photos, des livres aussi. Moi, c'est mon petit côté culture, des concours, des choses à gagner. Enfin, vraiment plein de choses à faire. Et donc, ça a Morlaix, le samedi, les guest stars. Donc ça dure 4 jours, voilà. C'est ça. 4, 5, 6, 7 mars. Merci beaucoup. Aline, on vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Avec plaisir. Gilbert et Anna-Marie, Kenavo, j'ai envie de vous dire. Et puis passez tous un très bon week-end sur TBO. Et nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un bon week-end sur TBO. Kenavo.